Bienvenue au podcast Ouvre ton jeu. Puis là, je veux vous rappeler, je le sais, à toutes les semaines, je vous en parle, mais je veux vous voir en personne si c'est possible parce qu'on sort de nos studios. Le 20 octobre, on sera à Brossard au Club 1030. L'invité, Chantal Lacroix. Donc, c'est un dimanche à 15h. On va faire le niveau public. Donc, vous pourrez écrire vos questions. On va mettre ça dans une boîte. Chantal va les piger le 20 octobre et le 27 octobre, on s'en va à Québec à la salle Albert Rousseau avec PA Méthode et on va refaire évidemment la boîte niveau public où PA à ce moment-là pigera aussi les questions. Et après, je vais en profiter pour vous rencontrer, entendre vos commentaires de vive voix parce que présentement, vous nous écrivez souvent des commentaires, soit en dessous des publications ou encore vous les donnez en message privé. Merci de prendre le temps. Puis à chaque fois, ce qui vient me chercher, c'est à quel point les témoignages des invités qui viennent s'asseoir ici ont une portée dans votre vie. Des fois, vous nous parlez de vous personnellement, de votre entourage, que ça vous a ouvert les yeux. Des fois, vous portiez un jugement sur vous et tout à coup, vous comprenez parce que vous comprenez vous-même, parce qu'il y a quelque chose qui a fait écho dans l'un des témoignages. Alors, bien évidemment, ce podcast-là ne pourrait pas avoir lieu s'il n'y avait pas cette générosité-là des invités. Et quand il y a des commentaires, on essaie le plus possible de les donner aux invités ou encore de dire à nos invités, allez voir sur les réseaux sociaux parce qu'on a souvent peur de lire les commentaires parce que malheureusement, il y a trop de commentaires négatifs. Sachez que nous, dès qu'on fait une publication sur mes réseaux sociaux, toute forme de commentaire qui n'est pas respectueux du propos sera effacée. Pour moi, je me dis, ces commentaires-là, ces personnes-là, je ne les laisserai pas rentrer chez moi avec ce qu'ils ont à dire de négatif, surtout quand c'est blessant. Alors, vous pouvez être en sécurité. Dans nos réseaux sociaux, il n'y a pas de mauvais commentaires. En fait, vous comprenez ce que je veux dire. Hein? C'est pas que vous pouvez ne pas être en accord, avoir une opinion différente. Ça, c'est correct. Mais il faut toujours être respectueux. Ça, c'est la base. Alors, je pense qu'on se comprend là-dessus. Et le podcast n'aurait pas lieu non plus si on n'avait pas de partenaires qui sont vraiment, qui sont avec nous dans ce qu'on fait, qui participent. Ce qu'on a fait il n'y a pas longtemps, la rentrée du Marie Club, ils sont là avec nous. Quand on fait des causeries, ils sont là avec nous. On essaie de faire en sorte aussi qu'ils vous offrent des cadeaux quand on vous garde parce qu'il y a le Marie Club. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est la plateforme payante où on a un club de lecture, où on reçoit des spécialistes, on parle absolument de tout. Je suis en compagnie de 3 femmes magnifiques, Maude Guérin, Sophie Préjean et Guylaine Tremblay, qui animent aussi des ateliers parce qu'on donne plusieurs ateliers pour aider, pour se comprendre, mais c'est aussi, et en premier lieu, une communauté que je voulais mettre en place. Donc, la communauté du Marie Club, on est de plus en plus nombreux à en faire partie. Et une fois aux 2 semaines, je fais des causeries avec les membres. Donc, 11 branches. Moi, je suis chez moi. Les gens sont à la maison. On reçoit des invités. On fait des ouvre ton jeu qu'on appelle le speed ouvre ton jeu où quelqu'un lève la main, choisit une question, la personne a 3 minutes pour répondre. Donc, on apprend à se connaître. Donc, si ça vous intéresse, rendez-vous sur le marieclaude.com. Ça fonctionne par abonnement. Vous pouvez peut-être essayer 1 mois pour commencer. Qu'est-ce que ça vous apporte, le Marie Club? Et il y a des abonnements annuels. Donc, mon but est toujours d'agrandir la communauté et les partenaires d'Ouvre ton jeu souvent me suivent dans l'ensemble des opérations du Mano Production, d'où est produit aussi le Marie Club. Alors, ces partenaires-là, je tiens vraiment à les remercier. Karine Jonca, qui est là depuis le début. Et Karine vous offre un rabais de 15 % si vous vous rendez en ligne. Et le code promo, c'est Ouvre ton jeu 15. Eros et compagnie aussi est un partenaire. Vous le savez maintenant, depuis déjà quelques temps, il y a le niveau Eros dans Ouvre ton jeu. Et il vous offre aussi 15 % de rabais. Vous allez sur leur site et vous rentrez le code promo ROSE15 qui va vous donner 15 % de rabais. Et maintenant, s'ajoute à la grande famille des partenaires Opto Réseau.
Opto Réseau, ben, entre autres, c'est leur verre que je porte présentement. Opto Réseau, ben, c'est un grand réseau de cliniques d'optométrie. C'est un réseau qui est indépendant. Puis au Québec, moi, je ne savais pas, mais ils auront bientôt 30 ans. Donc, vous pouvez le voir, là, des fois, si vous allez chez l'optométriste, c'est écrit là, Opto Réseau. Ils font partie de ce grand regroupement. Alors, ils sont avec nous. Ils sont partenaires de chacun des podcasts. On est très, très contents de les avoir avec nous. Alors, je les remercie. Et là, aujourd'hui, j'ai reçu Mel Charlot, qui est une des maîtres des révolutions. Elle est beaucoup plus que ça, mais je pense qu'au Québec, on a vraiment appris à la connaître dans cette émission-là. J'avais hâte de la recevoir vraiment. Là. Ça fait plusieurs mois que je l'attends parce qu'elle devait venir finalement. Elle a eu un contrat dans une émission française. Et là, finalement, elle est revenue au Québec puis elle a accepté de venir. On a versé des larmes avec elle, on a ri, on apprend à connaître quelqu'un qui a fait beaucoup de travail sur elle, qui est capable de nommer les choses, qui est capable de parler de son évolution. On parle du deuil, on parle du syndrome des ovaires polykystiques dont elle souffre. Et elle a eu quand même, elle n'était pas sûre d'avoir un petit bébé, elle a eu le petit Mathéo. Donc, on parle de maternité. Évidemment, on parle de danse, on parle de faire des choix, de se tenir debout. Alors, je pense que vous allez passer un beau et bon moment en sa compagnie. Alors, je lui laisse la place. Ouvre ton jeu avec Mel Charlot commence. La première fois qu'il allait me donner un bisou, il a mis sa main ici, puis j'ai réagi comme ça. Puis il a dit, mais qu'est-ce que t'as? Puis c'est la première fois que je raconte ça, OK? Puis j'ai dit, rien. Puis je me suis comme mis un petit peu plus loin de lui, puis il a dit, est-ce que tu parles de ça? Puis il a fait ça, puis j'ai dit, mais c'est parce que j'ai plus de pilosité à cause du le syndrome d'ovaire polycystique, c'est ça. Puis, mais même à ce temps-là, il y a 20 ans, je ne savais pas c'était quoi. Donc moi, je vis avec ça depuis que je suis jeune. Puis je me dis, il n'y a jamais personne qui va aimer ça. Il n'y a jamais personne qui va me voir. Moi, quand j'étais jeune, j'avais une moustache. C'est comme, il y avait tellement de choses qui venaient me chercher. Puis il a dit, j'ai une mère, j'ai une sœur, j'ai des amis, je sais c'est quoi, c'est correct. Je veux dire, t'es quand même belle. C'est sûr que ça m'a ouvert les yeux, ouvert le cœur d'une autre façon. Juste le fait d'avoir un homme qui me dit ça, c'était... Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca. Ça fait longtemps que je veux la recevoir, mais comme elle a un chapitre de sa vie professionnelle internationale, nous avons dû l'attendre parce qu'elle était en France. C'est quelqu'un que moi, j'ai connu il y a quelques années dans ma télé. C'est une danseuse professionnelle et pour moi, c'est un langage que je ne possède pas malheureusement parce que pour moi, la danse, c'est aussi un langage. Et quand j'écoute justement l'émission dont on va parler certainement, Révolution, ben moi, souvent, j'ai beaucoup d'émotions, je pleure. J'ai jamais pensé que la danse m'aurait fait réagir de cette façon-là. Et elle est arrivée dans l'émission qui était déjà en cours. Et quand elle est arrivée en début de saison, de la 3e saison, si je ne me trompe pas, c'est-tu la 3e saison? 4e saison. Oui. 4e saison. Ben, moi, je tombe en amour. La première fois que je l'ai vue, j'ai aimé sa spontanéité. On dirait que sa capacité d'être heureuse, son professionnalisme, son expérience. Vraiment contente qu'on la découvre ensemble aujourd'hui. Mel Charlot, bienvenue. Allô, merci beaucoup. C'est gentil, j'arrête pas de sourire. Ben oui, mais c'est gentil, merci. Mais c'est parce qu'on dirait que t'es arrivée comme ça, parce que bon, t'as fait aussi carrière à l'extérieur du Québec. Ouais. Puis moi, quand je t'ai vu dans le fauteuil, tu sais, les Twins, on va se le dire à Révolution, tu te dis, mais qui va pouvoir remplacer les Twins? Ouais, C'était deux. Et ils prenaient beaucoup de place dans l'émission. Et ils avaient aussi tout une expérience, des grandes compétences, puis on aimait leurs commentaires. Je me disais, c'est quand même un grand fauteuil à remplacer. En fait, c'était 2 fauteuils. Ouais, une personne pour 2 fauteuils. Ouais. Et tu es arrivée, et honnêtement, la première fois que je t'ai vue, je me suis plus posé de questions.
C'est comme si, bon, OK, c'est Mel Charlot, on l'aime déjà et c'est parti. Alors moi, je te lève mon chapeau parce que c'est jamais facile de remplacer Oui, je suis d'accord. quelqu'un d'autre. Oui, écoute, je pense que j'ai reçu tellement de messages qui disaient justement ça, qui disaient, on savait pas qui t'étais, on avait très peur parce que on aimait beaucoup les Twins, etc. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on m'a vraiment donné la place, puis on m'a donné une chance. Donc, moi, j'ai dit, écoute, j'y vais là-dedans. Si c'est pour moi, ce sera pour moi, puis j'y reste. Puis si c'est pas pour moi, ben j'irai à la prochaine chose. Et comment t'aurais su que c'est pour toi ou pas pour toi? Je pense que quand je suis arrivée, non seulement l'amour que j'ai reçu des danseurs, de toute la communauté de danse qui disaient « Enfin, c'est sûr, c'est la meilleure personne, etc. » Je m'attendais pas à ça, vraiment. Je me suis dit, ben OK, peut-être que c'est ce que je dois faire. Peut-être que c'est ça. Je reviens au Québec pendant un petit bout, on va voir. Puis là, à fur et à mesure, en filmant l'émission, juste en regardant les danseurs, juste en parlant avec Lydia et Jean-Marc, j'ai dit, mais ça fait des années que je fais ce que je fais là maintenant. J'ai dit, je suis à ma place. C'est correct. Vas-y. Crois en toi, puis vas-y. Et donc, tu t'es pas posé la question longtemps? Non, non. Et toi, tu es connue dans le milieu des danseurs depuis longtemps. Oui. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe entre les danseurs. Il y a une solidarité entre les danseurs. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Non, c'est un milieu qui est aride. Il faut se démarquer. Ouais. Puis j'imagine, comme toi, qui es allé faire carrière aux États-Unis, entre autres, ça a beaucoup de valeur pour les danseurs d'ici. Oui. Ben écoute, moi, j'ai commencé... Tu sais, je suis née ici. Donc, j'ai commencé à danser depuis que j'étais bébé, puisque mes parents dansaient, etc. J'ai été dans un domaine... À l'école où je dansais, la première fois que j'étais sur scène, c'était à l'école, pour ensuite faire de la compétition, pour ensuite découvrir c'était quoi faire des auditions, puis me dire, mais OK, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Parce qu'ici, au Québec, pour moi, j'avais pas autant de choses à faire. Donc, je me suis dit, OK, mais allez, je vais aller aux États-Unis. Puis là, j'ai jamais pensé faire ça comme carrière très, très tôt. Donc, quand c'est arrivé, c'est vraiment arrivé parce que c'était censé m'arriver. Puis j'ai jamais pensé revenir puis avoir l'amour que j'ai reçu non plus. Je vais pas te mentir qu'il y a souvent soit des élèves que j'ai aidés ou bien des amis qui ont fait ce parcours-là, puis que souvent les gens gardaient contact, puis les mettaient dans les journaux, parlaient des grandes choses qu'ils ont faites, etc. Moi, j'étais jamais partie pour avoir ça, mais ça m'affectait. Des fois, je me disais, mais moi aussi, je suis partie. Moi aussi, j'ai fait ça. Puis souvent, mon mari, c'était mon chum à ce temps-là, il me disait, mais t'es pas censé prêter attention à ça. Puis j'ai dit, ouais, t'as raison. Mes yeux sont censés rester sur le chemin de ce que je suis censée faire, puis on y va. Puis je pense que depuis que j'ai pris cette décision-là, beaucoup plus de choses sont venues vers moi, puis Révo fait partie de ça aussi. Je pense que c'est arrivé à un bon moment de ma vie où je me suis dit, ah, mais OK, ça pourrait être cool. Tu sais, quand ils m'ont appelée, moi, je pensais que c'était pour faire un peu aider les danseurs en arrière-scène, comme les aider avant d'aller sur scène, puisque j'ai tellement fait ça aussi. Puis là, lorsqu'ils m'ont offert le poste de vraiment être maître, j'ai dit, ah, OK, je m'attendais pas à ça. Donc, ça veut dire que ce que ton chum te fait comprendre, c'est d'arrêter de regarder ce qui se passait à côté et regarder droit devant. Oui. Pour ne pas perdre moins de temps. Oui, mais aussi d'être connecté à ce que... C'est quoi mon... toi. Ce que je suis censée faire, mon purpose. Je suis très... si tu ne le savais pas encore, je suis très franglais. Non, mais ça va. Je parle français et anglais. Tu sais, je fais un effort sur Révo pour tout le monde, mais là, sur le podcast, je te parle en français et en anglais. Parce que c'est ta culture. Tu parles les deux langues. Oui. Dis-moi, là, depuis tantôt, tu disais, mais parce que j'étais censée, parce que ça devait pas être ça. Est-ce que tu crois au destin? Tu parles comme vraiment quelqu'un qui suit son destin. Oui, j'y crois. Mais aussi, j'ai une très, très grande foi. Je prie depuis que je suis très, très, très jeune. Et depuis que, je veux dire, c'était quelle année? Peut-être 2012. J'avais fait une grande prière dans ma chambre. J'habitais à New York. Puis j'ai dit, écoute, il y a tellement de choses que je veux faire. Il y avait tellement d'opportunités devant moi qui est une bénédiction. Mais j'ai dit, je ne sais pas dans quel chemin tu veux que j'aille. J'ai dit, je ferme les yeux et je t'écoute et je choisis de toujours t'écouter. Donc, tu sais, je pense que tout le monde a quelque chose qu'ils sont censés faire sur cette terre. C'est pas, il y a de la place pour tout le monde. Puis je veux pas penser trop à qu'est-ce qui se passe à gauche, à droite. Je veux vraiment garder mes yeux sur le chemin que Dieu a tracé pour moi. Je suis comme ça. Donc, mon mari est pareil, puis il me le rappelait souvent. Donc, j'ai comme l'impression quand on a cette réflexion-là, faut presque le mari, le conjoint, soit comme ça aussi. Oui. Parce que vous
vous avez cette croyance-là. Ouais. Et ça, tu as eu ça toute jeune, dans le fond, déjà, cette croyance-là, que ton chemin, ton meilleur chemin était tracé et il fallait maintenant le trouver? Ça m'a toujours... mes parents m'ont toujours montré ça, mais ça n'a pas cliqué pour moi, comme je te dis, jusqu'à 2012. C'est à 2012 que tu as... Oui, donc j'étais dans mes vingtaines, début vingtaine. Parce que j'étais tellement... Mes yeux étaient partout. J'étais dans tellement de différents milieux. Oui, j'étais dans la danse, mais ensuite, j'avais des amis qui faisaient de la comédie. J'avais des amis qui étaient plus sportifs, qui allaient plus, tu sais, la natation, gymnastique, etc. J'étais autour de tellement d'âges, parce que j'ai commencé à enseigner depuis l'âge de 15 ans. Donc, j'étais autour de toutes sortes de différentes générations. Donc, mes yeux étaient un peu partout, mon attention était un peu partout. Puis à un moment donné, c'est comme, mais qu'est-ce que toi, tu veux faire? Qu'est-ce que ça te tente de faire? Qu'est-ce que ton cœur te dit? Puis, je me suis dit, ça, j'ai toujours eu ça. J'ai toujours voulu aider le monde. Je disais à mes parents que je voulais être psychologue. Parce que je disais, je veux juste, ça me tente d'aider le monde. J'aime aider le monde. Puis, quand je suis tombée dans la danse, je suis tombée dans l'enseignement. J'ai assisté pendant plusieurs années avant de moi devenir prof. Puis, j'ai trouvé que, ben voilà, c'est comme ça que j'aime ça le faire. Mais j'ai jamais pensé que j'aurais pu danser pour un tel, chorégraphier avec des gens aux États-Unis, comme je pensais pas comme ça. Là. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que comme tu as cette croyance-là, cette foi-là que tu portes, ça allège ta vie? Oui puis non. Oui. Tu me poses cette question-là pendant que cette semaine, c'est un petit peu difficile pour moi parce que mon cœur veut quelque chose, mais je sens que je dois être encore plus patiente avant de l'avoir. C'est quelque chose de très difficile parce que tu sais, pour moi, je dois me gérer. Je dois me calmer pour me dire, écoute, ça va arriver quand c'est censé arriver, quand Dieu le voudra. Puis ça, mes parents m'ont toujours appris ça, mais ça prend du temps jusqu'à temps que toi, tu le crois vraiment. Puis je pense que c'est quand tu le crois une fois, ça revient encore te tester pour être sûr que vraiment, ça reste avec toi. Tu sais, je le crois, puis à un moment donné, je tombe dans quelque chose d'autre, puis je dis, mais je veux faire ça, puis je veux faire ça, puis c'est mon temps de faire ça, puis pourquoi c'est ton temps de faire ça? Pourquoi tu décides ça maintenant? Donc, tu sais, il y a des choses que des fois, je me dis... Que tu laisses aller. C'est ça. Puis je dis, God take the wheel. C'est ça que je dis. Take control, puis on verra. Mais t'es quand même bonne de faire ça. Écoute, j'essaie. Puis je pense que ça vient avec la maturité. Mais en fait, la foi t'aide à ralentir. C'est ce que je comprends, de laisser les choses arriver quand elles sont plus mûres. Oui. Parce que tu serais plus impatiente? Oui, je pense que oui. Oui. Ça m'est arrivé... même après avoir accouché. Tu sais, je me disais, avec la pandémie, j'ai accouché pendant la pandémie, puis je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi la prochaine chose que je vais faire? OK, mais il faut que je sois à Los Angeles pour qu'on était revenu à Montréal, voir de la famille. Puis là, je me suis mise dans ma chambre, puis j'ai juste commencé à chanter des louanges, puis tout. Puis j'ai dit, je garde mes yeux sur des choses qui sont temporaires. Je veux que Dieu m'utilise pour pouvoir aider d'autres personnes. Donc, je me dis, on se calme, respire, c'est pas la fin du monde. T'es en santé, t'as un enfant que tu dois t'occuper, t'es dans un mariage, etc. Tu sais, remettre les choses en perspective. C'est là que j'ai commencé aussi à faire de la thérapie. Avec une psychologue? Oui, avec une psychoéducatrice, oui. Psychoéducatrice, ça t'a aidé? Oui, beaucoup, jusqu'à présent. OK. Ouais. Donc, tu fais, ce que j'entends, c'est que tu fais beaucoup d'efforts pour être en paix avec toi, pour être en harmonie. C'est-à-dire que tu es consciente que tu as un rôle aussi à jouer. Hein? Il y a une partie que c'est ta foi, puis il y a une partie que c'est toi. C'est ça. Oui, c'est sûr. Ça va main en main, je trouve. Je pense pas qu'on peut avoir un puis ne pas avoir l'autre. Puis j'ai grandi en entendant souvent que de la thérapie ou bien des psychologues, tout ça, c'est si t'es malade, c'est si y a quelque chose qui va mal avec toi, mais non, c'est la santé mentale, c'est important pour tout le monde. Puis depuis que j'ai commencé, je peux pas la lâcher. Je peux pas la lâcher. Ce que tu dis, c'est fondamental. T'sais, moi, depuis que j'ai la chance d'être en communication, c'est sûr que dans tout ce que j'ai fait, moi, il y a eu des psychologues parce que je trouve que, quand on veut faire réparer quelque chose, par exemple, notre voiture, on va au garage, si on est malade du corps, si notre corps est malade, on va voir les médecins. C'est ça. Mais si la tête ne va pas bien, il faut aussi consulter psychologue ou, dans certains cas, psychiatre. Mais plus qu'on en parle, plus qu'on entend parler de psychologue, plus qu'on laisse la place à ces professionnels-là, ça nous aide aussi. Je suis d'accord. Puis je pense que c'est pas nécessairement penser que c'est
qu'on doit changer quelque chose en nous. C'est au contraire, moi, c'était beaucoup de accepter qui j'étais, puis accepter certaines choses que je faisais parce que souvent, je voulais plaire à d'autres personnes. Puis j'ai dit non, toi, t'es comme ça, puis c'est correct. C'est correct que t'es comme ça. Le regard des autres prenait de la place. Ah oui, ça oui, sûr et certain. Est-ce que tu es prête à ouvrir ton jeu? Non! Écoute, on va se rebrancher sur ta foi et le chemin. Aïe, aïe, aïe. C'est pas des fausses larmes que tu vas sur Révolution. Je suis quelqu'un de très émotif. J'ouvre le cœur, donc c'est comme, oh, OK. Oui, puis tu nous fais brailler aussi. Ah. Tu nous fais brailler. Mais tu vas voir, tu choisis tes questions ici. C'est quand même, non, tu vas voir ça. C'est quand même bien pensé. On veut pas te coincer, pas du tout. Alors, tu auras les questions vertes qui sont des questions plus générales. Sache que ce jeu-là a été... c'est des questions qu'on va retrouver pour d'autres invités, mais chaque jeu est unique parce que les questions ne sont pas les mêmes. Les questions sont vraiment, en tout cas, ont été choisies pour toi. Alors, il y a des questions jaunes qui commencent à être plus personnelles. Les questions rouges sont personnelles. Le niveau rose et le niveau Eros, c'est des questions sexuelles ou sensuelles. Oh là là. On a la question opto-réseau. Et ici, on a le Joker. Si tu trouves que je vais trop loin dans mes sous-questions, tu peux déposer ta carte et on va passer à une autre question. J'en ai seulement une. Oui. Ben écoute, tu pourras peut-être l'utiliser 2 fois. Je suis pas si sévère. Alors, je vais te demander, tu peux les brasser sur la table parce qu'elles sont grandes. De brasser les cartes vertes, de m'en donner 5. Je brasse. Oui, tu brasses. Je brasse. Et de ces 5-là, je vais te les lire. Tu vas en choisir une et après, je vais en choisir une. Donc, j'en choisis 5, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Parfait. 1, on va par en bas, 2, 3, en haut, 4 et au milieu, 5. Voilà. Est-ce que tu t'es déjà fait tirer aux cartes? Non. Ça, c'est pas quelque chose qui t'intéresse? Écoute, oui, j'ai une curiosité, mais je reste loin des choses comme ça. Parce que je pense que je suis tellement connectée à ma foi, j'ai choisi c'est quoi que je veux écouter. Je comprends. C'est ça que je me dis. Tu voudrais pas qu'il y ait de la distorsion. Oui, voilà. Alors, voici les 5 questions. Tu vas en choisir une. Quelle importance accordes-tu au regard des autres? À quel endroit te sens-tu en pleine possession de tes moyens? Sur quel trait de caractère as-tu dû travailler? Qu'est-ce qui te rend vulnérable? Quand je me regarde dans le miroir, je vois. Oh là là, OK. On a combien de temps pour réfléchir? Je peux te les reposer. Oui, encore une fois. Quelle importance accordes-tu au regard des autres? À quel endroit te sens-tu en pleine possession de tes moyens? Sur quel trait de caractère as-tu dû travailler? Qu'est-ce qui te rend vulnérable? Puis quand je me regarde dans le miroir, je vois. Aïe, aïe, aïe. Celle qui me parle tout de suite, c'est quand je regarde dans le miroir, je vois, mais je sens que je vais commencer à pleurer, puis je suis pas certaine que ça me tourne. Pourquoi? Parce que s'il y a quelque chose qui a changé par rapport à ça? Oui. Ouais. On peut aller avec celle-là. Ouais. Si c'est celle-là qui me parle, c'est celle-là que je devrais ouvrir. Oh là là. J'ai eu du mal à me regarder dans le miroir pendant très, très, très longtemps. En grandissant, je me comparais beaucoup. Bon, ça commence déjà là. Aïe, aïe, aïe. OK, donc c'est ça, ouvre ton jeu. C'est ça, ouvre ton jeu. Ben, ça dépend. On ne sait pas. Aïe, aïe, aïe. Moi, je savais pas qu'est-ce que tu allais répondre à cette question. Mais oui, écoute, c'est une belle... J'essaie de ne pas pleurer, pas parce que j'adore maintenant que je suis capable de pleurer. Mais c'était quelque chose qui était très difficile pour moi en grandissant parce qu'on me disait souvent « Pourquoi tu pleures? Arrête de pleurer. Sois forte, etc. » Mais il y a une force d'être capable de te connecter à ces sentiments-là. Donc, c'est correct. Mais la raison pourquoi je veux pas pleurer, c'est parce que j'aimerais dire pourquoi puis répondre à la question comme il faut. En grandissant, souvent, je me comparais, on en parlait tout à l'heure, je me comparais aux autres. Puis, dans tous les domaines dans lesquels j'étais, à part lorsque j'étais avec ma famille, non, c'est pas vrai, même quand j'étais avec ma famille, souvent, je me comparais, puis je me trouvais pas assez bonne, je me trouvais pas assez belle, je me trouvais pas assez intelligente et pas assez talentueuse. Puis ça, c'est personne qui me l'a dit, c'est juste, ça a développé en moi. Puis je pense qu'en grandissant maintenant, je réalise que ça a à voir avec le fait que je ne voyais pas assez de personnes qui me ressemblaient. Je ne voyais pas assez de personnes qui partageaient leur histoire
comme on le fait maintenant. Tu sais, même l'idée du podcast, moi, je trouve ça absolument incroyable parce que ça rejoint tellement de personnes qui vont écouter puis se dire « Oh, wow, il y a quelqu'un d'autre qui sent la même chose que moi » puis qui se sent un peu moins seul, tu sais. Puis j'étais super bien entourée. J'ai une grande famille. J'ai toujours eu de l'amour autour de moi. Mais je suis allée à une école où, tu sais, tout le monde portait the latest fashion, là, par exemple. C'était à la mode, le dernier mode. Vraiment à la mode, dernière mode. Puis moi, tu sais, mes parents m'ont mis à une super bonne école, puis c'était vraiment concentre-toi sur tes études. Mais ça m'affecte pareil de voir quelqu'un qui arrive puis qui a des beaux vêtements, etc. Puis moi, j'aime la mode. Puis je me disais, mais j'ai pas ça, moi. Ensuite, tout le monde, la majorité autour de moi, de filles, avaient des chums, puis moi, j'en avais pas. Puis j'arrivais pas à avoir un chum, j'arrivais pas à connecter avec un gars parce que il aimait toujours la fille avec les cheveux lousses ou bien ceci, cela. Je me voyais pas. Et je me disais, ben peut-être que, tu sais, en anglais, je suis sûre qu'il y a quelque chose en français, mais c'est le ugly duckling. C'est comme le canard noir, comme le petit canard. Le petit canard. Je pense qu'on pourrait dire ça comme ça. Puis c'est un peu comme... C'est ça, le petit canard. En tout cas, je pense que les gens vont nous comprendre, là, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Je trouvais pas quelqu'un d'autre qui me ressemblait. Puis c'était pas seulement, tu sais, dans ma classe, peut-être on était 2 noirs, ou bien dans mon année au complet, on était peut-être 3. On était complètement différents de l'un de l'autre. Donc, quand même, je me voyais pas. Puis les choses que moi j'aimais ou à quoi je connectais, il y avait personne qui se connectait à ça non plus. Ensuite, quand j'ai trouvé le domaine de la danse, tu sais, en parascolaire, j'ai trouvé d'autres femmes qui aimaient ce que j'aimais faire aussi, puis qui étaient absolument incroyables. Mais même lorsqu'on trouvait qu'est-ce qu'on voulait mettre pour être sur scène, la façon qu'on arrangeait nos cheveux, c'était pas la même chose pour moi. J'avais des cheveux plus crépus, donc je pouvais pas les faire aussi facilement que eux. Tu sais, ça va être super droit, mais dès que je commence à danser, ça va être gros. Ensuite, j'étais quand même toujours un petit peu plus ronde, donc ils voulaient mettre les petits crop tops, etc., les tops plus courts. Oui, qu'on arrête juste en dessous de la brassière, du soutien-gorge. Voilà, puis moi, je pouvais pas me mettre ça. J'avais pas le corps pour ça, puis j'avais pas la confiance pour ça non plus, de juste m'habiller comme ça. Donc, toujours, je me sentais un petit peu différente des autres dans n'importe quel département. Puis même dans la famille, c'était encore avec beaucoup d'amour, mais j'étais la plus jeune. Donc, j'étais, tu sais, puis j'avais ce que je sais maintenant qui est le SOPK. Donc, j'étais toujours un petit peu poilue aussi. Puis on me taquinait souvent là-dessus. Puis je voulais toujours bien faire, donc on me taquinait là-dessus. Puis à un moment donné, je regardais mes parents parce que je me demandais, quand j'étais plus jeune, comme de où est-ce que je prends ça? Pourquoi est-ce que je sentais presque que je ne m'aimais pas? Tu sais? Puis mon grand-frère était super populaire. Comme je marchais dans les centres d'achat, c'était « Comment t'es la petite sœur de Ricardo? » J'ai dit « Oui! » J'étais toujours contente qu'on me reconnaissait comme ça, mais je réalisais, je suis comme « mais moi, je sais pas c'est qui. » C'était par association. C'est ça. Puis je regardais mes parents, je les trouvais tellement cool. Tu sais, mais ma mère, je la trouvais exceptionnellement belle. Puis je me regardais dans le miroir, je me trouvais pas aussi belle. Ouais. Donc ça m'a pris un peu... J'allais dire un peu de temps, mais je pense que ça m'a pris beaucoup de temps avant que je réalise que non. Toi aussi, tu as beaucoup à offrir. Toi aussi, tu es belle. Toi aussi, tu es intelligente. Puis ça, c'est venu en découvrant de plus en plus ce que j'aimais faire. Puis la danse m'a aidé beaucoup là-dedans. Puis j'imagine que ton amoureux aussi. Oui, ça, c'est venu plus tard. Je veux dire, on s'est rencontrés quand j'avais 19 ans. Donc, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Puis... mon Dieu, je m'en vais un petit peu personnel, là, OK? La première fois qu'il allait me donner un bisou, il a mis sa main ici, puis j'ai réagi comme ça. Puis il a dit « Mais qu'est-ce que t'as? » Puis c'est la première fois que je raconte ça, là, OK? Puis j'ai dit « Rien. » Puis je me suis comme mis un petit peu plus loin de lui. Puis il a dit « Est-ce que tu parles de ça? » Puis il a fait ça, puis j'ai dit « Mais c'est parce que j'ai plus de pilosité à cause du le syndrome d'ovaire polycystique, c'est ça. Puis, mais même à ce temps-là, il y a 20 ans, je ne savais pas c'était quoi. Donc, moi, je vis avec ça depuis que je suis jeune. Puis, je me dis, il n'y a jamais personne qui va aimer ça. Il n'y a jamais personne qui va me voir. Moi, quand j'étais jeune, j'avais une moustache. C'est comme, il y avait tellement de choses qui venaient me chercher. Puis, il a dit, j'ai une mère, j'ai une sœur, j'ai des amis, je sais c'est quoi, c'est correct. Je veux dire, t'es quand même belle. C'est sûr que ça m'a ouvert les yeux, ouvert le cœur d'une autre façon. Juste le fait d'avoir un homme qui me dit ça, c'était... Ouais.
Aïe, aïe, aïe. Ça va pas arrêter, là. On va rire à un certain moment donné. Oui. Donc voilà, c'était difficile pour moi de me regarder dans le miroir. C'est-à-dire que son regard à lui qui venait, il venait te rassurer. Ouais. Lui, il était bien avec toi. Donc, tes barrières que tu te mettais, lui, il les voyait pas, ces barrières-là. Non, ouais. Et, là, et ce que tu viens de raconter, tu vois, c'est la première fois que quelqu'un parle de ça ici, autour de ce micro-là. Ouais. Puis je trouve ça... merci de parler de ça parce que la pilosité, ça arrive à beaucoup de femmes. Oui. Souvent, quand ils sont plus jeunes, ils ne savent pas quoi faire avec ça. Aïe. Donc, dans ce temps-là, il y a un isolement qui arrive avec parce que justement, on veut pas se faire toucher puis on a l'impression que c'est un petit peu piquant puis qu'on se demande qu'est-ce qui se passe. C'est ça. Ouais. Donc, toi, il y avait quand même une condition médicale qui était reliée à ça parce qu'il y a souvent quelque chose au niveau hormonal et de savoir que ça ne dérange pas. Donc, tu t'en es fait beaucoup pour finalement... C'était plus, ça t'appartenait plus que ça appartenait aux autres. Ouais. Et après, est-ce que ça fait... Là, tu dis maintenant, je suis capable de... Quand je me regarde, j'aime ce que je vois quand je me regarde dans le miroir. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait tout changer ça? Bon, tu as ton amoureux, effectivement. Oui. Je pense que les années que je disais que je me trouvais pas belle puis que ma mère arrêtait pas de me dire « je te trouve belle », ça m'a aidée. À chaque fois que je parlais de ma mère, je vais avoir les yeux l'eau. Je vais être un petit peu émotive. Mais je pense que c'est beaucoup de travail que j'ai fait sur moi-même lorsque j'ai quitté, justement, lorsque je suis partie aux États-Unis. Je suis partie parce que je voulais m'entraîner. C'était pas l'idée de je veux danser pour des artistes, etc. Pour moi, je voulais m'entraîner plus, je voulais être autour de la culture, je voulais apprendre des choses que je voyais à la télévision, où je voyais du monde comme moi, puis qui n'avait pas peur de parler des choses vraies. Tu sais, comme par exemple du monde qu'on voit souvent avec du maquillage, puis qui dit « Ah, mais ça me tente pas aujourd'hui, mais c'est correct, etc. » Puis j'étais comme « Ah, OK, mais c'est correct, je peux être moi-même, c'est correct. » Donc, j'avais hâte de partir pour ces raisons-là. Puis quand je suis partie, j'étais vraiment toute seule. J'avais pas de famille avec moi. Je suis partie à Los Angeles en premier. J'avais pas de famille avec moi. Il y avait du monde que je connaissais, mais c'était pas des amis proches. T'avais quel âge à ce moment-là? Je venais d'avoir 25 ans. OK. Ouais. Donc, je suis partie quand même assez tard, on pourrait penser. Mais j'étais encore dans le monde de compétition, etc. Je venais de quitter Concordia, parce que j'étais en psychologie à Concordia. Puis quelque chose me disait, non, t'es pas censé être ici. T'es vraiment censé suivre ce que tu sens à l'intérieur de toi. Là. Quelque chose que... Tu sais, quand tu sens qu'il y a quelque chose qui te mange à l'intérieur. Là. J'ai dit, OK, d'accord. Puis quand je suis partie, j'ai découvert tellement de choses à propos de moi. J'ai pu prendre mes propres décisions. Puis souvent, je suivais ce que mes parents me disaient de faire parce que j'étais juste la bonne petite fille. Là. Je voulais tellement les faire plaisir. Je disais, mais toi, c'est quoi qui te fait plaisir? Donc, le plus en plus que je faisais ça, plus de confiance que je développais en moi-même, plus de choses que j'acceptais chez moi. Puis ça a continué jusqu'à présent, même comme ce que je te disais. J'ai commencé avec la thérapie en 2021. Puis j'en avais besoin parce qu'après avoir accouché, j'ai un corps complètement différent. Et je me suis dit, mais comment je vais continuer à danser? Comment je vais continuer à faire ceci? Je suis plus la même. Là, il faut que j'allaite, etc. Comme tout ça te revient, toutes des affaires d'avant me reviennent. Puis ça m'a juste appris avec la thérapie encore plus de m'accepter, puis de m'aimer, puis de trouver les choses que j'aime chez moi. Mais je travaille encore là-dessus. Je vais pas te mentir. Ouais. Mais qu'est-ce que ça change dans ta vie, justement, ça? D'arriver à certains moments à dire, quand je me regarde dans le miroir, j'aime ce que je vois? Qu'est-ce que ça me fait, tu me dis? Oui, qu'est-ce que ça change en toi d'arriver à toucher ça? Parce que tu as travaillé fort, là. Le fait que ça vient de moi, que c'est pas de quelqu'un d'autre. Le fait que je puisse me regarder. Puis ça, c'est pas quand j'ai du maquillage, quand je suis habillée, etc. Ça, c'est encore plus parce que je m'amuse. On peut le voir sur Revo. Je m'amuse. Mais lorsque je me réveille, même le matin, puis j'ai encore les traces de ma machine de CPAP, d'apnée. L'apnée du sommeil, oui. Je viens de le dire à tout le monde que j'ai l'apnée du sommeil. Tu sais, je me regarde, puis je suis comme, t'es en vie. T'as beaucoup plus d'amour dans ta vie, de joie dans ta vie. Tu sais, j'ai perdu ma mère en 2015, puis pendant au moins 4-5 ans après, ça me tentait pas de vivre. Donc, je suis pas mal contente.
Est-ce que tu as pensé à mourir si ça ne tentait pas de vivre? Oui, j'y ai pensé. Oui. Ça aussi, c'est la première fois que je le dis. OK. Mais oui, j'y ai pensé souvent parce que c'était tellement un choc. Je pensais pas perdre ma mère aussitôt. Puis aussi, juste tout ce qui est arrivé après. Tu sais, il y a eu un changement dans mes amis, un changement dans ma famille. On est tellement une grande famille que tout d'un coup, je sens qu'il y a eu comme on s'est un petit peu séparés, tout le monde a pris leur côté, etc. Puis je pense que c'est normal, hein, la mort, ça affecte tellement de personnes différemment. Mais à ce moment-là, je voyais pas ça encore. Maintenant, avec du recul puis de la thérapie, je vais continuer à le dire, j'arrive à voir ça, mais c'était très difficile pour moi. Je n'étais pas sûre que je voulais continuer parce que je vivais d'une façon différente que je vis maintenant. C'est que je voulais toujours montrer à mes parents que oui, je suis capable. Oui, je vais réussir. Oui, les beaux sacrifices que vous avez faits pour venir ici, etc., que vous avez faits pour mon frère et moi, c'était pas pour rien. Puis eux, ils me mettaient jamais cette pression-là. Mais c'est comme si tu avais perdu cette raison-là de faire les choses. Oui, oui. Tu avais tout mis tes œufs dans le même panier pour eux. Oui. Donc, en perdant ta mère, t'as perdu tes guides. Oui. Et qu'est-ce qui te manque encore de ta mère? Oh, tellement de choses. Écoute, en étant maman maintenant, il y a tellement de moments où des fois ça me frappe comme si je venais de la perdre hier. Tu sais? Mais il y a d'autres moments où je me dis c'est correct parce que la décision vient de moi. C'est pas parce que ma mère m'a suggéré de le faire non plus. Tu sais? Puis je pense, à la fin de la journée, je pense que c'est ce que mes deux parents voulaient pour moi, c'est prends ta décision. Puis c'est correct si tu fais une erreur, t'apprends puis tu continues. J'avais souvent très peur de faire des erreurs. Je sais pas pourquoi. Puis ton père, est-ce qu'il est toujours vivant? Oui, toujours vivant, oui. Oui. On vient de faire une publicité ensemble l'autre jour. Ah oui, hein? Oui, que vous allez voir au Québec bientôt. Ah oui, avec ton père? Oui, c'était tellement le fun. C'est que tu l'amènes sur ton territoire? Est-ce que quoi, pardon? Mais tu l'amènes comme sur ton territoire, tu l'amènes, tu le rends public? Oui. Mais c'est drôle parce que même ça, ce qu'on fait là maintenant, mon père, il le fait encore sur sur un canal sur YouTube. Il appelle ça les causeries, puis il parle de son vécu, il parle d'Haïti, il parle de toutes sortes de choses. Moi, j'ai jamais aimé parler. Comme Marie-Claude, ça, là, ce que je suis en train de faire avec toi. Même avec Révo, les gens sont comme... Mais t'es tellement bonne! Tout le monde me dit ça. Ben oui! Tu sais qui me dit ça? Gino Chouinard m'a dit ça. C'est la première entrevue que j'ai eue quand j'ai eu Révo. À Salut, bonjour! À Salut, bonjour! Il dit, juste pour te dire, t'es vraiment bonne, puis il faut que tu le fasses. Puis j'ai dit, OK! Tu sais, c'est une des choses que tu dis. Mais il a raison. Il avait raison, Gino, de dire ça. Merci, c'est Parce gentil. que t'as beaucoup à apporter dans ce que tu dis. Parce que, tu sais, tu l'as dit toi-même d'entrée de jeu, les gens qui regardent ou qui écoutent ce qu'on est en train de faire, on lit dans les commentaires. Des fois, c'est une phrase, une expérience de vie. Ça vient rassurer, ça vient confirmer. Ça nous permet des fois de comprendre les autres aussi, ce qu'ils vivent. C'est ça. Ouais. Donc, dans la vérité, l'authenticité, en plus, toi, tu as un cheminement. À travers ça, tu te poses des questions. En tout cas, moi, je te trouve magnifique. Mais toi, tu sais, quand on te voit à l'écran, l'expression « tu pètes l'écran », mais dans ton excentricité aussi, dans ta façon de... tu vas à fond dans tes looks. Moi, j'adore ça. Ah, je m'amuse tellement dans les looks. Ça, c'est un côté... c'est le côté créatif. Je me suis dit, écoute, si j'ai une artiste, voici tout ce que je ferais avec elle. Je suis comme, mais c'est moi l'artiste là maintenant. OK, ben alors, voici comment j'aimerais avoir mes cheveux, mon maquillage. Voici dans quelle direction j'aimerais aller pour mes vêtements, comme... OK, fait que même mes ongles, comme... J'ai pas d'ongles aujourd'hui. Je suis plus naturelle pour toi aujourd'hui. Mais tu orientes ça. Tu sais où est-ce que tu veux que ça aille. Oui. Alors, je vais choisir une question. OK. Attends une minute. C'est vrai, parce que moi, j'en choisis une, puis toi, t'en as choisi une. Oui, puis moi, j'en choisis une. Oui. Ouais. OK. Sur quel trait de caractère as-tu dû travailler? Ouf. La liste est longue. Si je peux dire la patience. Ben oui, certain. Oui, je vais dire la patience. Je vais choisir celui-là. Dans toutes sortes de contextes. Patience avec moi-même, patience avec les autres,
patience avec les choses qui m'arrivent. Souvent, j'étais pas patiente. J'étais pas patiente avec le changement. J'étais pas patiente avec les gens qui comprenaient pas facilement que mais c'est comme ça qu'il faut le faire, tu sais. Puis je pense que ça, c'est venu un petit peu avec la façon que j'ai grandi. Pas que mes parents étaient pas patients avec moi, mais je pense que des fois, ils s'attendaient à des choses de moi que j'aurais dû apprendre un petit peu plus vite. Parce qu'eux, ils l'ont appris facilement puis très vite. Mais j'ai dit, moi, ça m'a pris un peu plus de temps. Ça m'a toujours pris un peu plus de temps pour des choses. Puis maintenant, je l'accepte puis je l'assume, tu sais. Ouais, ça m'a pris du temps à travailler là-dessus. Puis je pense même quand j'ai eu mon enfance, je suis encore plus patiente que j'ai jamais été. T'sais. Qu'est-ce que ça a changé en toi, la maternité? Oh, tellement de choses. T'es sûre tu vas être là pendant combien de temps? Parce que tu as pensé pas de n'avoir d'enfant, mais en fait, pas de façon naturelle. Là, quand on a le syndrome des ovaires polykystiques, c'est plus difficile d'avoir un enfant qu'on porte. Puis ça, je le savais pas. Mais même avant ça, tu sais, mais comme je l'ai dit, j'ai perdu ma mère Je me suis mariée en 2014. J'étais sur Broadway à New York. Puis je me mariais. Tu sais, c'était l'ouverture du show à Broadway. Dis-moi, une petite fille de Montréal sur Broadway. Dans lequel tu étais. Oui. Ça, tu n'allais pas assister. Là. Non, j'étais dedans. Tu étais l'artiste. Et non seulement j'étais dedans, mais je faisais partie l'année d'avant de l'équipe qui monte cette nouvelle création. Donc, tu sais, t'as tellement de choses dedans. Tu fais partie des racines, OK? Puis là, ils disent, OK, on ouvre en juin. Puis là, je me dis, mais je me marie en juin. Je dis, comment je vais faire ça? Donc, je suis passée de Broadway pour rentrer à Montréal, me marier, retourner sur la scène. C'était le plus beau temps de ma vie. Je pense que c'était le meilleur moment de ma vie à ce temps-là. Parce que c'était un grand moment de ma carrière, un grand moment pour ma vie amoureuse, un grand moment de montrer à mes parents que je réussissais, tu sais, ça me rend émotif, un grand moment pour moi où je me sentais vraiment, vraiment au sommet, là. Je me sentais super bien. Pour que quelques semaines plus tard, ou un mois plus tard environ, non seulement le show, il fermait, parce qu'il y avait eu... en tout cas, c'est une autre histoire, là, mais ça fermait. Donc, j'appelais ma mère pour lui dire, écoute, je pense que je vais retourner à Los Angeles, je vais pas rester à New York. Mon mari m'encourageait, puis me disait, écoute, je vais voyager, puis je vais venir te rejoindre, t'inquiète pas. Et puis, ma mère m'annonce qu'elle a le cancer. Et je me souviens, j'étais dans mon appartement à New York, puis je tenais mon téléphone comme ça, puis tout de suite, j'ai pris mon laptop. Elle dit, mais t'as pas besoin de rentrer parce que... Puis j'ai dit, ah ah! J'étais tout de suite sur Expedia en train de m'acheter un billet pour rentrer à la maison. Je dis, non, c'est impossible que je pense, moi, aller à Los Angeles quand ma mère va commencer des traitements pour le cancer. Tu sais? Puis, je suis terrible. Pourquoi je racontais ça? On s'en va où, là? Mais c'était qu'est-ce que ça a changé en toi de venir maman? Oui, c'est ça. Donc, quand tout ça est arrivé, 1 an après, je l'ai perdu. Donc, je te mettais un petit contexte, OK? 1 an après, je l'ai perdu. Puis, j'ai l'impression que toute ma vie a juste bouleversé. C'était vraiment le pire moment de ma vie. Et je ne savais pas comment je pouvais avoir un enfant en ayant perdu ma mère. Je pouvais même pas y penser. Puis, je trouve que c'était un petit peu même injuste pour mon mari. Mais je me disais, I have to be good. Il faut que je me sente bien. À l'intérieur, à l'extérieur, tout pour pouvoir même penser à quelqu'un d'autre, à un autre être humain. Puis mon mari était absolument incroyable, m'a encouragée à juste me retrouver, puis retrouver la flamme à l'intérieur de moi. Ça a pris du temps. On est retourné à Los Angeles ensemble, qui était un rêve que je voulais, parce qu'on s'est laissé il y a longtemps, parce que j'ai décidé de partir à Los Angeles. C'est une autre histoire, c'est une autre question. Là, t'es revenue après. Puis là, je suis revenue à Los Angeles avec lui. Puis j'étais comme sur autopilote. J'étais comme un robot. Tu sais, on m'envoyait des gigs pour faire ceci, cela, des jobs pour faire ça. Puis je disais, OK, oui, d'accord. Puis j'y allais. Mais je rentrais à la maison, puis j'étais vide. Vide. Comme ça me tentait pas de continuer, etc. Puis quand je sentais que j'avais des changements d'hormones, quelque chose était bizarre... Puis je parlais à quelqu'un, puis comme elle était encore sur la pilule contraceptive, elle dit, ça fait combien de temps? J'ai dit, depuis que j'ai comme 14, 15 ans, je pense. Elle dit, comme, c'est trop longtemps, ça, c'est pas normal. J'ai commencé à lire des choses, produits naturels, etc. Je suis allée voir ma gynécologue.
C'est là qu'elle m'annonce qu'elle est SOPK. Elle dit, ça va être difficile pour toi de tomber enceinte. Puis là, on dirait juste entendre ça, ça m'a frappée. J'ai dit, mais il n'y a personne qui m'a jamais parlé de ça. Puis là, j'ai dit, c'est pour ça que j'avais ça, c'est pour ça que je me sentais comme ça. Ah, tu l'as quand su j'étais à jeune. ce moment-là? Oui, donc j'avais peut-être 32, 33. Donc, quand tu sentais tu vois des différences quand tu étais plus jeune, dans le fond, tu n'avais pas encore l'explication. Non. On ne savait pas pourquoi. On m'a mis sur la pilule contraceptive qui m'a aidée. Mais c'est normal, il n'y avait pas autant de recherches là-dessus dans le temps non plus. Donc, je blâme personne, mais c'est sûr que même maintenant, on en parle, mais il n'y a pas encore assez de recherches pour vraiment voir c'est quoi qui se passe. Parce que moi, je pourrais dire que je l'ai, toi, tu pourrais dire que tu l'as, mais on n'a pas nécessairement les mêmes symptômes, tu sais. Donc, me faire dire que ça se peut que je puisse pas avoir un enfant, plus j'ai perdu ma mère, c'était comme une petite lumière à l'intérieur de moi qui a dit « Ah, pourquoi tu te sens comme ça? C'est parce que tu veux des enfants. C'est parce que tu en veux. » Puis là, plus j'ai commencé à en parler, tout ça, puis j'ai dit « OK, mais tu sais quoi, je travaille sur moi. » Puis ça, c'était même avant que je commence la thérapie. J'ai dit « Il faut que je pardonne du monde que je retiens de la colère dans mon cœur. » Donc, j'ai commencé à appeler du monde. Pas pour leur dire « Ah, écoute, je te pardonne », mais pour juste recommencer une conversation, pour laisser aller des choses. J'ai commencé à aller plus, danser dans faire des classes que je ferais jamais, juste pour me mettre dans d'autres situations puis me sentir mieux. Comme j'ai commencé à juste essayer de vivre encore, tu sais. Puis à partir de ce moment-là, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, je pense que ça me tente. Il a dit, mais moi aussi, ça me tenterait. Puis en tout cas, donc là, quand je suis tombée enceinte, non seulement ma carrière a repris, j'ai commencé à être sur plein de plateaux de télévision. J'ai dansé pour des artistes. Puis tout ça, les gens me disaient, il y avait du monde qui me disait « Ah, ta vie va changer, t'es une mère maintenant, oublie ça. Ta carrière est presque terminée. » J'étais comme « Ah, OK, ça c'est... on verra. » Mais le fait que j'avais quelque chose à l'intérieur de moi, j'avais quelqu'un à l'intérieur de moi que j'allais non seulement m'occuper, mais que j'allais aimer, puis que je voulais être la meilleure possible pour cet enfant-là, ça a changé toute ma vie. Ouais. Ça a changé ton état d'esprit. Ah, absolument, absolument. Puis j'ai dit, il faut que j'aime la vie. Puis pas de façon comme maintenant, je dépends de mon fils comme je dépendais de ma mère. Il faut faire attention. Mais c'est vraiment comme, non, je veux être à une belle place. Je veux me sentir bien pour pouvoir être là pour lui. Puis ensuite, être là pour d'autres personnes également. Je veux dire, mon mari m'a vu dans les hauts, les bas, etc. Puis j'ai dit, lui aussi, il le mérite que je sois à une belle place. Donc, voilà. Ouais, ça a changé ma vie. Le petit Mathéo. Oui! Un petit tout. Niveau jaune. Ah, c'est quoi ça, celui-là, déjà? Ben, c'est un petit peu plus personnel. OK. Là, je suis allée personnelle quand même. Là. J'arrête pas de pleurer. Tu vas m'en donner 4, s'il te plaît. Mais t'es très touchante quand tu racontes tes histoires, Mel. Vraiment. Merci. Mais parce que il y a une suite, tu les intègres dans ta vie. Tu les prends, tes histoires qui t'arrivent, tu les justement. Tu es capable de dire, voici, ça m'a amené là. T'as comme une vieille âme. Ah, merci. Quand tu racontes ça, je trouve. Alors, voici les questions. Tu en choisis une aussi. À quel moment as-tu dû te tenir debout? Quel est ton plus beau moment professionnel? Est-ce que l'on t'a déjà sous-estimé? Plus ça, ben, ça ressemble peut-être à ce qu'on vient de se dire, mais bon, qu'est-ce que la maternité t'a appris? Ça t'a appris, ça. Mon Dieu, c'est difficile de choisir. Te tenir debout, plus beau moment professionnel. Qu'est-ce que tu veux dire par cette question-là? Tenir debout, t'as dû avoir des convictions puis dire non, ça se passera pas de même, par exemple. Tu sais, comme tu t'es mis de l'avant. Ça, tenir debout, c'est t'es arrivé dans il y avait des décisions à prendre puis tu t'es mis de l'avant. Celle-là. Ah oui, hein? Il y a quelque chose là. Aïe, aïe, aïe. Là, il y a plein de choses qui me reviennent à la tête. Je sais pas lequel que je vais choisir. Je vais dire lorsque j'ai décidé que je voulais partir aux États-Unis. Je vais choisir ce moment-là. La première fois. La première fois.
j'étais au Québec. Je faisais des compétitions. Donc, on représentait le Canada. Compétition de danse, toujours. Compétition de danse, c'est ça. Puis, il y avait quelque chose de plus qui m'appelait. Mais à ce moment-là, j'étais dans une relation pendant 7 ans déjà. Puis, tu sais, j'avais dit, il faut que je parte. Je dis, ça m'appelle, il faut que j'aille faire quelque chose d'autre parce que ici, j'ai l'impression que c'est pas mon moment, c'est pas maintenant. Tu sais, il y a des portes qui s'ouvrent pas, puis on me met dans une boîte, puis tu sais, moi, je suis une élève pour la vie. J'adore apprendre, je suis comme une éponge. Je veux qu'on me dise de plus de choses possibles pour que je puisse ensuite le remettre à la prochaine génération. J'ai toujours été comme ça. Puis, mon chum m'a dit, mais tu veux vraiment quitter? J'ai dit, mais là, ça fait 1 an que je t'en parle. J'ai dit, oui. J'ai dit, non, ben non, si tu quittes, je pense pas que je pourrais t'attendre. Là. Tu reviens quand? J'ai dit, j'ai aucune idée. J'ai dit, je m'en vais, puis j'y vais. Puis là, c'est comme un mix de choses. L'école de danse où est-ce que j'étais, on m'a dit, lorsque j'ai dit que j'allais partir, on m'a comparé à d'autres danseurs. J'ai dit, mais t'es pas un tel et un tel. Je savais dire quoi, ça? J'ai dit, mais t'auras pas le même succès que ces personnes-là. J'ai dit, OK. À ce moment-là, j'ai senti le feu que je te parlais, là. J'ai dit, non, je m'en vais. Puis pas pour prouver aux autres, mais je crois en ce que je suis censée faire. Je crois que je suis censée partir. J'y vais. Je mets ça se dit en français, je mets mon pied à terre. Oui, exactement. Put my foot down. Puis j'ai dit non, j'y vais. Puis là, j'ai pris c'est un gros sacrifice. J'ai laissé ma famille, j'ai laissé mon chum, j'ai laissé les choses, tu sais, techniquement, ce qu'on recherche, quelque chose qui est très stable pour pouvoir suivre mon rêve, mais aussi pour écouter la voix qui était à l'intérieur de moi. Et pourtant, tellement de personnes autour de moi me disaient non, me mettaient des bâtons dans les roues, puis me disaient non, c'est pas une bonne idée, etc. Puis je pense que de cette décision-là, c'est ça qui m'a aidé à prendre la même décision à plusieurs moments dans ma vie après ça. Et avec ton chum, là, on veut savoir, là, êtes-vous resté en couple malgré la distance? Ça fait 20 ans. Ça, donc, il n'y a pas eu de rupture et après ça, on reprend. Oui, mais il y en a eu. Donc, quand je suis partie, on a essayé, mais on s'est laissé parce que c'était trop difficile. C'était plus difficile pour lui que c'était pour moi. Là, il va peut-être me tuer. Je t'aime, mon amour. Mais, écoute, je lui dis tout le temps, c'est super important de partager cette histoire-là parce qu'il y a tellement de personnes qui vivent ça, sûrement, puis que, je dis sûrement que des amis que je connaisse qui disent, quand tu veux choisir entre ta passion ou ta carrière, puis où est-ce que t'es, puis ça, tu sais, c'est où est-ce que t'es avec ton partenaire, puis tu sais pas comment tu peux faire les deux fonctionner. Moi, c'était impossible à ce moment-là que je revienne. C'était plus gros que moi. Je dis, c'est pas juste... Il fallait que tu... Oui, c'était pas juste... Je m'en vais danser pour un tel, ou je m'en vais ceci, je m'en vais faire des auditions. Je dis, non. Je vais ici, je vais apprendre. Comme pour moi, c'était comme aller à l'école. Je dis, je m'en vais à la plus grande école possible. Je m'en vais dans la culture du hip-hop. Tu sais, je m'en vais aux États-Unis. Puis même quand j'ai quitté, parce que je suis allée à Los Angeles en premier, puis après j'ai quitté, j'ai dit, je retourne à New York parce que je voulais suivre un programme de 4 mois qui était là, qui était comme le meilleur programme. Comme je suis tellement contente de ce programme-là que j'ai fait. J'étais techniquement plus proche de Montréal. Puis j'étais revenue à Montréal, puis j'ai dit, mais tu sais, je vais être à New York. C'est juste un bus, là. C'est un Greyhound. C'est pas loin. Puis c'était comme, non, c'était pas à la maison. Donc, on s'est laissé. Puis, on s'est laissé pendant 1 an, peut-être un peu plus qu'1 an, mais c'était la meilleure année pour les deux. Pour nous, je devrais dire. Parce que j'ai découvert encore plus qui j'étais, ce que je devais faire, ce que j'aimais pas, tu sais, ce que je tolérais, ce que je tolérais pas. Puis de son côté, la même chose. Puis il a découvert encore plus sa passion pour le sport. Puis lui aussi, qu'est-ce qu'il voulait dans la vie, etc. Puis là, un jour, une de mes amies, elle vient me rencontrer à New York. Puis elle dit, j'ai un cadeau pour toi. Je dis, c'est quoi? Elle dit, ça vient de ton ex. Puis là, j'étais comme, je le veux pas, c'est quoi ça? Elle dit, c'est une boîte, puis c'est pour la Saint-Valentin. Puis ça fait 2 semaines qu'il essaie de te rejoindre puisque j'avais un nouveau numéro de téléphone. Là, j'ai dit, OK, d'accord. Je le prends, puis je suis dans ma chambre, je l'ouvre. Puis c'était
une Bible, puis c'était sa Bible. Puis j'ai toujours dit que j'aimais sa Bible parce que ce que j'ai découvert personnellement dans la Bible, c'est que il y a des passages qui peuvent t'aider dépendant de comment tu te sens. Donc, si tu te sens triste, tu vas là puis tu vas lire exactement comment techniquement Dieu peut t'aider, etc. Donc, j'aimais tellement comment c'était structuré et il me l'a donné puis il me l'a dédicacé. Dédicacé. Je l'ai bien dit, wouh! Oui. Et puis ensuite, il y avait un petit livret, un petit cahier qu'il a fait lui-même, puis il a imprimé tous nos emails qu'on s'est écrits. Parce que dans le temps, on n'avait pas de téléphone intelligent comme maintenant, tu sais. Donc, on s'écrivait des emails. On avait souvent des conversations MSN. J'en reviens pas là, j'en reviens loin, là. Puis il a tout imprimé, puis il a tout fait un petit bouquin de toutes nos conversations. Puis à la fin, il m'a écrit un mot à la lettre, puis c'était un peu techniquement en disant que, écoute, je peux pas vivre sans toi. Puis moi, je réalisais que ça me manquait. Il me manquait beaucoup. Tu sais, oui, ma carrière, elle prenait de l'avant. J'apprenais des nouvelles choses. J'étais super contente. Mais il y avait un gros vide à l'intérieur de moi que je n'avais pas réalisé. Puis en lisant ça, j'étais comme, oh! Je dis, OK, tu m'as eu. Puis à partir de là, ben, on s'est repris, etc. Puis on s'est fiancés. Puis là, ça fait 10 ans qu'on est mariés. Ouais. C'est beau. Merci. Une belle histoire d'amour. Il s'appelle comment ton chum? Stanley Milford. C'est vraiment Ouais. une belle histoire d'amour, ça. Merci, ouais. C'est mon petit conte de fées. Ma question, quel est ton plus beau moment professionnel? Oh, mon Dieu. C'est vraiment difficile parce que le premier qui me vient à l'esprit, parce que j'en parle tellement dernièrement, mais c'était avec Beyoncé. J'ai pu danser pour Beyoncé, puis c'était lorsque j'étais enceinte, puis j'étais enceinte de 6 mois. Puis là, on vient de s'en parler. On m'avait dit que je pouvais pas tomber enceinte. On m'a dit que quand je suis tombée enceinte, ma carrière allait terminer. Toutes sortes de choses. Puis là, j'arrive, puis Beyoncé qui vient me donner un câlin, puis qui vient nous parler. On était plusieurs femmes, puis qui nous dit, avec les larmes aux yeux, je comprends ce que vous êtes en train de vivre, puis je vous encourage de continuer. Puis merci d'avoir partagé ce moment-là avec nous. Puis avec moi, pardon. Puis c'était absolument... c'était un moment très terre-à-terre. Puis j'étais en train de vivre quelque chose de vrai en étant enceinte. Puis aussi quelque chose de juste très magique, puis qui a plus à voir avec ma carrière. Puis j'avais pas encore eu ce moment-là depuis le moment que j'étais sur Broadway, puis que j'allais me marier, etc. Donc, Et tu avais la reconnaissance de c'est beau la maternité. oui, c'est ça. Tu es une bonne danseuse Oui. de quelqu'un pour qui tu avais beaucoup d'estime. Oui, oui. Puis pour moi, c'est tellement... je suis terrible comme ça. Je me laisse pas rêver trop gros. Je commence à travailler là-dessus parce que j'ai peur que le tapis soit enlevé en dessous de moi. Puis ça, encore plus depuis que j'ai perdu ma mère parce que je m'attendais pas à tout ce qui est arrivé avec ma mère. Mais j'ai jamais été comme un jour, je vais danser pour Beyoncé, je vais Puis j'avais tellement d'amis qui dansaient pour elle, tu sais. Puis j'avais même, il y a même une danseuse d'ici, Kim Gingras du Québec, qui a travaillé avec elle. Moi, j'ai dit, ben, tu te dis, t'entends ça, tu te dis, ben oui, c'est possible. Moi, je suis comme, non, pas pour moi. Je pense pas. Je pense pas que ça arrivera pour moi. Je me mettais toujours beaucoup plus petite. Et là, Donc là, quand ça s'est arrivé, j'ai dit, OK, je dis, arrête de penser petit. Non seulement tu danses pour une des plus grandes artistes aux États-Unis, au monde, je devrais dire. Tout le monde sait c'est qui. C'est qui, tu sais. Mais ensuite, tu le fais pendant que tu es enceinte, pendant que tu portes la vie, quelque chose que quelqu'un t'a dit que c'était peut-être pas possible et que lorsque ça allait arriver, bonne chance de faire ce que tu aimes. Mais c'est fou, hein, parce que des fois, ce que les autres nous disent, on accorde beaucoup de valeur à ça et on s'empêche aussi. Ouais. Alors là, tu réalises que non, c'était ta volonté qui a gagné là-dessus. Tu as décidé de continuer à danser. Puis en même temps, tout est parti de là quasiment dans ta carrière. Ouais. Je veux dire, c'est vraiment un moment important, ta grossesse. Ouais. Puis c'est ton corps. Tu sais, toi, dans le fond, ton outil principal, c'est ton corps. Là, vous étiez deux dans ce corps. Puis je me sentais tellement bien, ce qui est très différent de comment je me sentais après l'accouchement. Ah, c'est plus difficile quand même après l'accouchement. Oui, il n'y a personne qui te prépare pour ça.
Mais c'est quoi? Quand on est enceinte, là, c'est beau, ta bédaine. Là, les gens, des fois, ils veulent toucher, puis c'est très valorisé. Puis c'est vrai là, que c'est beau, une bédaine aussi. Tellement. Puis c'est quand tu sens bouger, tu sais que ta bédaine est en train de... Il y a une vie dedans qui est en train de grandir, tout ça. Mais l'après, il y a des commentaires, des fois, qui viennent avec l'après. Il y a des... Et on voit que notre corps, il porte plus cette vie-là non plus à l'intérieur. Là. C'est ça. On se juge des fois, puis on en voit qui se valorisent en remettant le même jeans qu'ils ont mis avant de tomber enceinte. Ah ouais. Moi, c'est toujours pas arrivé. Quand ça arrivera, je pense que ça sera en gros sur les réseaux sociaux. Mais pour l'instant, non. J'ai... tu sais, parce que c'était une grosse affaire d'hormones pour moi, le SOPK. Donc, non seulement je suis tombée enceinte, non seulement j'ai accouché, mais ensuite la pandémie a frappé. Puis moi, j'étais encore à Los Angeles. Donc, essayer de voir un docteur après, essayer d'être en communauté, ça, c'était pratiquement impossible pour moi. Donc, essayer de voir un peu qu'est-ce qui se passait, pourquoi mes hanches se sentaient plus de la même façon. Puis, j'ai eu une césarienne d'urgence. Donc, tu avais un débalancement physique de ton corps. Oui. Quand tu bougeais, tu reconnaissais moins tes mouvements. C'est ça. Puis jusqu'à présent, je danse plus comme je dansais avant. Jusqu'à présent. Ouais. Puis est-ce que tu es à la quête de ça, de redanser comme tu redansais avant? Non, parce que je pense que c'est correct. Mais j'aimerais juste me sentir bien lorsque je danse. Puis ça arrive pas aussi souvent maintenant. Tu sais, quand je danse, ça vient souvent de mes hanches, justement. Puis ça, j'ai découvert ça, justement, après avoir eu la césarienne. Puis il y a juste quelque chose, un groove que j'ai toujours eu qui est très différent. Puis c'est parce que j'ai toujours vraiment été connectée. C'est un peu ce que ma mère m'a installé aussi, parce que ma mère dansait. J'ai toujours été connectée à ce que je ressens. Donc, quand je commence à bouger, puis mon dos me fait un petit peu mal, ou bien en avant, c'est plus la même chose, ou bien maintenant, j'ai encore la bedaine qui est un peu comme si j'étais enceinte à cause du SOPK. C'est comme, c'est plus aussi facile qu'avant. Mais j'ai dit, je n'allais pas abandonner. J'ai dit, je vais juste retrouver la nouvelle façon que je suis censée bouger. C'est tout. Puis dernièrement, ça se passe bien. Ouais. Est-ce que tu penses avoir d'autres enfants? J'aimerais ça. Ouais. J'aimerais avoir un autre. Là, je suis comme tic, 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 tic. Est-ce qu'elle vieillit, la petite? J'ai peut-être l'air d'avoir 22, mais non. J'aimerais ça, mais j'ai un petit peu peur, je vais te l'avouer, j'ai un peu peur parce que, comme on en parle, l'affaire de la SOPK, puis c'est difficile, j'ai de l'hypothyroïde aussi, donc, tu sais, encore, j'essaie d'être au moins bien en santé, à une belle place pour pouvoir faire de la place pour le prochain. Donc, je nous le souhaite. Ouais, je nous le souhaite. J'aime bien ta leçon aussi de dire, je vais refaire avec ce nouveau corps-là. Au lieu de toujours vouloir revenir comme avant, il reste que ce corps-là a vécu autre chose. Oui, c'est ça. Qui t'a amené à avoir un enfant. Oui. Puis ça, ça, je vais te l'avouer, ça m'a pris du temps, mais ça a aidé de voir d'autres histoires sur les réseaux sociaux de femmes qui se sentaient comme ça. Et aussi, j'ai dansé pour une artiste qui poussait beaucoup, justement, la confiance en soi, quelle que soit la forme de ton corps. Et danser pour elle lorsque je me sentais comme ça, puis j'avais accouché déjà, puis j'avais un nouveau corps, puis que je dansais plus de la même façon, puis c'est maintenant qu'on me donne ces opportunités-là. Mais entendre les beaux messages comme ça m'a beaucoup aidée. Bien, il y a plein... Tu sais, j'aime aussi t'entendre dire ça parce que souvent, on se met beaucoup de limites. Tu sais, même en yoga, ceux qui font du yoga vont dire que le yoga, c'est pour tous les corps, alors que pendant longtemps, on a eu une image que on voyait très peu de formes de corps faire du yoga. Ouais. Je trouve qu'on voit de plus en plus de gens qui ont des formes différentes prendre d'assaut la danse, peu importe le sport. Ouais. Et ça nous apporte une liberté aussi, parce que sinon, c'est se fermer des portes. Absolument. Est-ce que toi, tu as des témoignages dans ce sens-là de jeunes danseuses ou de jeunes danseurs, par exemple, qui disent « Tu me permets aussi de croire
Oui. Je peux avoir une carrière? Oui, il y en a beaucoup qui m'ont écrit, qui m'ont dit... puis c'est drôle, j'en ai eu quand j'ai commencé Révolution même, mais lorsque je suis partie en tournée, j'étais partie en tournée avec Lizzo et c'était très... Ça m'a ouvert les yeux à des choses que je pensais même pas. Tu sais, il y a du monde qui m'écrit puis qui me dit « Ah, c'est tellement beau de te voir aller. » J'ai dit, moi, je me disais toujours, j'oserais même pas essayer de danser sur scène parce que je suis beaucoup plus ronde qu'un tel. Ou je pensais pas que je pourrais avoir une carrière parce que tu sais, j'avais des cheveux comme ça ou comme ça. Tu sais, il y a encore beaucoup de choses qui se passent dans le domaine de la danse que les gens ne réalisent pas qu'il faut changer avec le temps. Il faut réaliser qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc, c'est beau à entendre ça. Puis j'en reçois beaucoup. J'en reçois beaucoup de DM ou bien sur TikTok ou des affaires comme ça. Donc, ça m'encourage à partager parce que je suis encore quelqu'un de très, très privé. Il y a beaucoup de choses que je suis comme, non, je partage pas. Mais, il faut ouvrir la porte un peu parce que comme moi, je le voulais quand j'étais plus jeune, ben, tu sais pas ce que tu pourrais dire puis inspirer d'autres personnes. Donc, voilà. Des fois, c'est ça. C'est en faisant les choses, on observe. C'est ça. Puis on se pose plus de questions. Ouais. Tu sais, je me souviens, tu connais Isabelle Racicot? Est-ce que tu connais une animatrice, Isabelle? Elle est son père, si je ne me trompe pas, c'est son père qui était haïtien. Okay. Et Isabelle a 2 garçons, puis ses enfants sont noirs. C'est moi, je travaillais avec elle quand Obama a été élu président des États-Unis. Puis elle disait, c'est extraordinaire pour mes garçons noirs, pour mes enfants. Tu sais, quand t'as pas cette réalité-là, moi, je m'arrêtais pas à ça. Tu sais, je trouvais ça extraordinaire, mais je le transposais pas dans ma vie personnelle. Ouais. Je trouvais ça extraordinaire pour notre société, Et elle, de l'avoir aussi mue, je me disais, tu sais, de voir des gens qui nous ressemblent, ça démocratise, ça fait tomber des barrières et ça fait du bien de voir ça. Oui. Parce que tantôt, tu l'as dit, quand tu étais jeune, tu en voyais moins. Oui. Tu avais moins de comparables. Et c'est important. Oui. Puis ça, je te dis, c'est pas juste dans les grandes choses qu'on voit à la télévision. Comme par exemple, mon poste à Révolution, je pense que ma place à Révolution, je pense que c'est beaucoup plus grand parce que oui, le nombre de messages que j'ai reçus puis des gens qui m'arrêtent dans la rue ou bien... Tu sais, on m'a arrêté juste l'autre jour quand je suis allée voir le concert de Missy Elliott. Puis elle est comme, est-ce que t'aimes Charlot? Écoute, je veux te dire. Puis il m'a dit tellement de choses. Puis je réalise, oh wow, comme j'ai vraiment la position de pouvoir inspirer d'autres puis réaliser que c'est possible pour eux aussi. C'est une grande charge, mais tu sais, je la prends à cœur. Puis c'est important pour moi parce que justement, j'ai voulu ça, mais pas seulement à la télévision, mais dans des différents départements. Pour moi, j'ai toujours été vraiment créative, puis je voyais jamais une chorégraphe comme moi ou une directrice artistique comme moi ou une productrice comme moi ici au Québec. Puis c'était comme, est-ce que je peux me rendre jusque-là? Est-ce que c'est correct? Est-ce qu'il y aurait une porte ouverte pour moi un jour? Mais comparé aux États-Unis, ça prenait du temps aussi. On va pas se mentir. Mais parce que il y en a beaucoup plus. Ben oui, parce que moi, quand tu dis ça, j'ai comme l'impression, quand on est de l'autre côté du spectre, on réalise pas ce que tu es en train de dire. Oui. Puis c'est comme un effet secondaire de ton succès aussi. On te voit de plus en plus. Tu es dans des gros shows en France aussi. Ouais. Donc, sans rien faire, juste en étant qui tu es avec ton bagage... tu arrives à influencer, surtout à donner de l'espoir. C'est grand dans une vie, ça. Oui. Je suis extrêmement reconnaissante. Mais je pense pas que c'est non plus... je pense que c'est un beau début, mais je sais pas comment dire ça. Tu penses qu'il y a encore beaucoup à faire? Il y a beaucoup à faire parce qu'on n'est pas tous pareils. Tu sais, des fois, ça peut être difficile pour moi je devrais pas dire que c'est difficile pour moi parce que je suis à une place très différente dans ma vie là maintenant. Mais c'était difficile pour moi d'arriver sur un plateau, puis ça c'est n'importe où, ça peut être aux États-Unis comme ici et en France, puis de pas voir quelqu'un d'autre de couleur, que c'est juste vraiment je suis peut-être la seule noire ou s'il y a quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un de sécurité ou
Tu sais, c'est des petites choses comme ça, des fois, ça vient te chercher parce que tu te dis, est-ce que je suis la seule? Comme... Je dis pas que tu rentres dans la salle chercher ça, mais... Tu t'en rends compte. Tu t'en rends compte, puis tu t'en rends compte parce que même des fois, si tu fais des meetings ou tu fais une blague ou bien tu fais référence à quelque chose, des fois, ça ne tente pas de te sentir toute seule. Ça ne tente pas de te sentir que tu es aussi la seule référence pour quelque chose, tu sais. Puis ça, j'ai eu des conversations avec beaucoup de personnes par rapport à ça qui sont dans des plus grandes positions que moi, qui sont comme ça, c'est partout. Tu sais, donc c'est quelque chose que je me dis, c'est super cool. Je veux pas rentrer dans une salle ou prendre une opportunité parce que je dis, ah oui, faut qu'il y ait une autre noire là. C'est pas ça. Mais je réalise que en disant oui à Révolution, puis lorsque j'étais, pendant la première saison que j'ai faite l'année dernière, c'est là que ça m'a frappé, que j'ai dit, ah, OK, ouais, c'est vrai, j'ai pas réalisé ça. Pour moi, c'était, je vais aider ma communauté de danse, j'ai hâte, OK, cool. J'ai même pas mis je suis tellement naïve des fois, là. J'ai pas mis toutes les cartes ensemble puis pour dire, attends, c'est parce que tu vas être connu, les gens vont te connaître au Québec. Et je sais, j'ai jamais recherché ça. Et t'as senti rapidement le coup de cœur. Hein? Écoute, c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Donc, c'est pour ça, tu sais, pour moi, je me dis, mais il y en a d'autres. Tu sais, il y a de la place, il y a de la place. Donc, je me dis, comme j'ai dit, par rapport à ma foi, fais ton chemin, fais ce que tu as à faire. Dieu va s'occuper du reste. Tu sais? Puis, voilà. Alors, niveau rouge? Oui. Prenez soin de votre sourire avec Zéro, la brosse à dents à tête remplaçable fabriquée au Québec. Conservez le manche et remplacez uniquement la tête pour seulement 2 $. Procurez-vous Zéro à zerro.ca ou chez Jean Coutu. C'est quoi ça déjà? Oh là ça, là! c'est plus personnel. Tu vas m'en donner 3. Okay. 3 questions. OK, 3. Oui, 3, on en choisit. Tu vas répondre qu'à une seule question. Je suis pas mal jusqu'à présent. Ça va très bien, Daph, là. T'as 10 sur 10 parce que t'auras une note. Non, c'est pas vrai. J'ai une note en plus. Non, jamais que je ferais ça. Jamais. Quelle période de ta vie fut la plus éprouvante? Avec quelle personne décédée aimerais-tu partager un repas? Est-ce que tu as des regrets? Mon Dieu. On les a toutes attaquées, ça, déjà. Quand même. Mais elle est facile, celle du milieu. Je suis comme, ça, c'est... J'ai envie de toutes les répondre, tu sais. Avec quelle personne décédée aimerais-tu partager un repas? Puis ça, c'est sûr que c'est ma maman, sûr et certain. Parce que là où je suis maintenant, en étant maman, il y a... Comme je dis, il y a beaucoup de choses que je me dis, OK, t'es capable, vas-y, c'est tes décisions. Puis... Tu sais, la vie est différente aussi de lorsque elle m'avait ou lorsqu'elle a eu mon frère lorsqu'il était plus jeune, etc. Donc, il y a des choses qu'elle pourrait peut-être même pas me répondre. Mais il y a quelque chose de pouvoir avoir sa maman encore lorsque toi, tu deviens maman. Il y a quelque chose de vraiment rassurant, quelque chose de... Tu sens que tu as plus d'amour, tu as un soutien, tu as... quelqu'un qui te dit « Ouais, c'est correct. Moi non plus, je pouvais pas faire ça. » Ou « Moi non plus, je savais pas. Mais regarde, t'es correct. » Tu sais, connaissant ma mère, je pense qu'il y a eu tellement de moments, il y aurait eu tellement de moments comme ça. Mais aussi par rapport au mariage. Tu sais, mes parents... mes parents, je les regardais, puis c'était comme l'amour parfait. Tu sais, on va pas se mentir, ça n'existe pas l'amour parfait. Si tu penses que l'amour parfait, c'est comme sans dispute, sans rancune, sans ceci, sans cela, Mais lorsque je grandissais, j'ai vu cet amour-là chez moi, puis j'ai toujours voulu avoir ça. Donc, maintenant que je suis dans un mariage, puis ça fait 10 ans, puis ça fait 20 ans que je suis avec mon mari, il y a juste tellement de choses que j'aimerais juste pouvoir échanger avec elle pendant que moi, je suis adulte maintenant. Tu sais, je l'ai perdu, puis je venais d'avoir 30 ans. Puis il y avait des discussions que t'as pas avec une mère haïtienne en grandissant. Tu sais, il y a des choses que, non, on va pas parler des relations que tu voudrais avoir avec un garçon ou bien... tu sais, c'était vraiment... Il y a quelque chose de pudique. Oui. Puis c'est vraiment... concentre-toi sur tes études. Faut que tu aies une belle job après. Tu sais, mais tout ça, ça vient aussi justement de... Faut que tu fasses ta place dans la société. Il faut que tu travailles vraiment fort. Des fois, des choses sont beaucoup plus difficiles pour toi. Donc, j'avais pas cette relation-là avec ma mère. Puis, je commençais à la voir juste avant qu'elle parte.
Donc, je pense que c'est ça qui me manque, puis c'est T'aurais ça que envie de j'aimerais continuer. Mais je dois mentionner que je suis très, très, très bénie, extrêmement contente d'avoir une super belle-mère. Et je suis bien entourée. Comme j'ai des super belles tantes également. Mon père s'est remarié, une femme exceptionnelle, très bien. Mais la mère de mon mari, je l'aime beaucoup. Puis ça m'a aidé beaucoup. En tant que quelqu'un qui a la foi, est-ce que tu la sens avec toi? Ah oui, oui, souvent. Souvent quand je conduis, je sens qu'elle est assise à côté de moi. Je sais que c'est bizarre de dire ça, mais j'ai des moments où je ressens quelque chose, puis je l'entends, puis je fais juste dire « Ah, t'es drôle. » Je dis « Ouais, je sais. OK, cool. » Puis je continue. Ouais, donc tu la sens. Ouais. Là. Et qu'est-ce que... Ce serait quoi le repas que vous partageriez ensemble? Ah! Ce serait quoi? C'est une bonne question, ça. Du sushi. Ah oui? Oui, oui. J'avais même pas pensé à ça. Oui, définitivement du sushi. Ma mère aimait tellement le sushi. Moi, au début, je dis, c'est quoi ça? Je dis, moi, il faut que ça soit cuit. Je dis, absolument pas. Elle a dit, ça va prendre du temps, mais tu vas aimer ça. Donc, c'est elle qui m'a montré ça un peu. J'ai une autre amie aussi. Mais ouais, puis après ça, c'était comme, oh, on se commande du sushi? OK, on se commande du sushi. Puis même mon père, après que ma mère nous a quittés, était comme, qu'est-ce qu'on se fait? Du sushi? J'étais comme, ouais, OK, d'accord. Puis lui, il mangeait pas vraiment ça non plus comme ça, là. Donc, ouais. Elle s'appelait comment, ta maman? Émeline. Émiline. Ouais. Donc, elle est décédée, elle avait quel âge? Ah, elle était début soixantaine. Donc, très jeune. Ouais. Mais en même temps, ça donne, j'imagine, à quelque part une rage de vivre aussi. Oui. Quand on voit tout peut basculer aussi rapidement. Oui, oui. Quand mais ça m'est pas venu... Pas tout de suite. Pas tout de suite. C'est ça que... Mais je réponds à une de tes questions, c'est ça que je regrette un petit peu. Que je sens des fois que j'ai perdu du temps, mais j'essaie d'accepter que en même temps, tout arrive exactement quand c'est censé arriver. Tu sais, mais je pense que, oui, ça m'a pris du temps de mettre... mais c'est parce que tu avais beaucoup de choses. C'est comme... que je comprends, c'est comme tu faisais beaucoup de choses pour être aussi dans son regard. Mm. Donc, apprendre... Tu sais, tu avais le deuil, mais tu as aussi apprendre à vivre sans son regard. Oui, c'est ça. C'est donc apprendre à te connecter à toi. C'est sûr que ça prend un certain temps à en arriver à ça. Oui. Puis c'est fou parce que je dis ça pas d'une façon que mes parents m'ont fait sentir qu'ils n'étaient pas fiers de moi. Non, mais c'est toi qui se mettais cette pression-là. Mais c'est moi qui me mettais cette pression-là. T'es encore comme une petite fille. Oui, oui. Puis ça m'a pris du temps à sortir de ce rôle-là de petite fille. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est que t'as tombé comme dans le monde adulte, à quelque part, en étant... en n'ayant plus ce regard-là sur toi. Il fallait que tu compenses par autre chose. C'est ça. Puis ça aussi, je vais te partager, ça m'a frappée. Lorsque je devais accoucher, on m'avait dit que c'était fin janvier. Puis là, finalement, on arrive fin janvier, puis je suis comme, c'est parce que Mathéo, il faut que tu sortes, là. Tu sais, j'en pouvais plus. Puis là, on arrive début février, comme 7-8 février. Je suis comme, guys, c'est quoi la date qu'on m'a donnée? Parce que là, j'en peux plus. Tu sais, je venais d'arrêter de travailler. Je travaillais pratiquement jusqu'à la fin. Et puis, on me disait que je voulais accoucher naturellement avec une femme sage, puis tout ça. Puis je voulais dans l'eau. En tout cas, c'est une autre histoire, ça. Et je disais à mon père, j'ai dit, j'en peux plus. Mon père était venu, puis tout. Puis il dit, Mélissa, hein? Il dit, arrête, parce que je voulais tout contrôler. Ça aussi, je suis beaucoup mieux. Mais je voulais tout contrôler. Je disais, non, un tel a le droit d'être dans la salle, mais cette personne-là, non, pas le droit de venir chez moi, pas encore, etc. Puis c'était d'une façon que je me reconnaissais même pas. Puis mon père a dit, écoute, ce qui est arrivé à ta mère, c'est l'histoire de ta mère. C'est pas ton histoire à toi. Puis ça peut aller d'un autre bord, là, quand t'entends ça, puis que t'es enceinte, puis que t'es comme, j'ai hâte que le bébé sorte. Là, j'avais aucune vergeture, là, j'en avais plein. J'étais comme, il est temps que tu sortes. Puis mon père me dit ça, puis on dirait que mes épaules ont juste fait... Ils ont baissé. Puis j'ai pris une grande respiration, puis je me suis dit, ah, wow, c'est vrai. J'ai dit, tout ce qui est arrivé à ma mère, je dis ça, les traitements, etc., la voir, c'est une femme forte et incroyable, ma mère, là.
puis juste la voir Diminuer. diminuer, puis souffrir des fois, etc., c'était extrêmement difficile. Mais j'ai fait comme si comme si ça m'arrivait à moi, jusqu'à mon accouchement. Puis le fait que mon père m'a dit ça m'a vraiment aidée. Donc, cette soirée-là, je suis allée sur ma berceuse, puis j'ai joué des louanges, puis j'ai juste commencé à parler à mon bébé, puis j'ai dit « OK ». Parce que je comprenais, je peux pas apporter tout ça avec mon enfant. Il faut que je le laisse. Puis j'ai accouché cette soirée-là. Ouais. C'est une grande histoire. Ouais. Ben, écoute, on arrête de pleurer. OK, on s'en va ailleurs. Niveau Eros. Aïe, aïe, aïe. On peut pas changer. On passe de l'accouchement à niveau Eros. Aïe, aïe, aïe. Donc, tu choisis 5 questions. Tu vas répondre à seulement une question du niveau Eros. OK, une question. Ouais, là, tu m'en donnes 5. Là, il faut que je te dise que c'est vraiment pas mon style de partager ces affaires-là. Mais tu vas voir, il y a des questions qui sont quand même très douces par rapport à ça. OK. Puis là, je t'en donne combien t'as Tu dit? m'en donnes 5. 5. 1, 2, 3, par en dessous, 4, OK, tu vois, il va s'en rester là. Tu vois. Ça va de... Je te dis, tu vas avoir le choix, là. OK. As-tu déjà eu une peine d'amour? Oui. Comment a évolué ta vie sexuelle au fil des années? Oh là là. Préfères-tu séduire ou être séduite? Est-ce que la sexualité est un sujet tabou dans ta famille? Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir sur la sexualité à 20 ans? Oh là là. C'est pas si pire quand même. C'est pas mal. Là, je suis comme, c'est quoi celle-là? Ouais, qu'est-ce que tu aurais voulu savoir sur ta sexualité quand tu avais 20 ans? Est-ce que c'est un sujet tabou dans ta famille? Est-ce que tu préfères séduire ou être séduite? Comment a évolué ta vie sexuelle au fil des années? As-tu déjà eu une peine d'amour? Je vais aller avec préfères-tu être séduire ou être séduite? Ou être séduite? À ton avis, qu'est-ce que tu penses que je vais dire? Moi, je dirais être séduite. Ah ouais, c'est ça. Et pourtant, la femme que je suis, et je crois pas trop aux signes astrologiques, mais c'est tellement commun autour de moi, puis les gens en parlent tout le temps. Je suis une lionne, donc les gens diraient, ben, c'est sûr que ça vient de toi en premier. Oui, mais tu as quelque chose aussi de très sensuel. Oui. Tu sais, tantôt, tu parlais de ta groove et tout ça. Tu sais, on peut penser aussi que c'est facile pour toi de séduire. Là. J'ai peut-être un préjugé, mais il y a quelque chose en toi quand même. On pourrait dire que tu as du sex appeal. Ah, merci. C'est gentil. Même pendant que je me mouche et puis je pleure. C'est beau. Là, c'est beau. Oui, mais t'as quelque chose de ça. On le voit quand on te voit à la télé. Tu sais, je trouve que on dirait que t'embrasses les autres. Là. Tu sais, en tout cas, il y a quelque chose. Alors là, si je te dis ça du monde de l'extérieur, quand moi je te regarde maintenant, je vais t'écouter, toi, comment tu ressens ça. C'est cool, c'est beau à entendre. Non, j'aime ça. C'est sûr que moi aussi, j'aime ça. Mais il y a quelque chose... Oh, il y a quelque chose que j'aime lorsque ça vient... Puis là, je vais parler de mon mari, parce que je suis mariée. À Stanley. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui est super beau quand ça vient de lui, surtout parce que, ben là, c'est pas quelque chose qui lui venait naturellement. Tu sais, c'est pas quelque chose qui... quand je dis naturellement, c'est pas quelque chose que il voyait autour de lui nécessairement de la façon que moi, j'aime être séduite. Puis ça, c'est même en juste des actes de tout me vient en anglais là maintenant. Comme être plus romantique, par exemple. Moi, dès que tu es romantique avec moi, là, puis que tu viens me chercher d'une façon que personne pourrait penser, là, ça me met dans un autre sentiment. Puis depuis qu'il l'a découvert, il choisit les moments qu'il veut le faire. Il est assez intelligent. Mais quand il le fait, c'est tellement... c'est pas... comment ça se dit? Predictable. C'est pas prévisible. Prévisible, merci. C'est pas prévisible que ça me frappe encore plus. Puis j'adore quand ça vient de lui. Tu sais, puis je passe tout mon temps en tant que danseuse, toujours penser à moi, penser à mes cheveux, penser de quoi je veux avoir l'air. Surtout quand tu as des auditions à faire. Écoute, les auditions, c'était toujours... il faut que tu sois super habillée avec des petits tops, etc. Il faut que tu sois capable de marcher en talons. Il faut que tu sois capable de séduire, tu sais, de toutes sortes de différentes façons, etc. Puis
moi, le fait que ça venait de mon homme à moi, puis qu'il faisait quelque chose pour moi, c'est toujours venu me chercher. Donc voilà, j'aime ça, moi, me faire séduire. Et comment il te séduit? Ah, ben là! Joker! Non! Ça, non! Écoute, ça fait 20 ans que je suis mariée, je veux dans un autre bain, OK? Je veux un autre bain, Marie-Claude. Ça sera pour une autre fois, un autre podcast. C'est drôle. Peut-être quand je serai un petit peu plus vieille, mes enfants seront plus vieux, tout ça. Tu vas revenir, hein? On va tamiser les lumières, puis on va mettre une petite musique. C'est ça. Mais cette question-là, est-ce que la sexualité est un sujet tabou dans ta famille? On peut penser que oui. Quand on dit ma famille, tu veux dire... Ta mère et ton père, par exemple. Ça l'était en grandissant parce que, tu sais, jusqu'à temps que j'ai l'âge pour, on devrait dire. Mais maintenant, non. Maintenant, je pourrais en parler à mon père sans problème. Tu sais. OK. Je suis une adulte, je suis une maman, je suis mariée. C'est différent, là. Puis, pas que c'était super tabou comme mais c'était juste pas... C'était pas dans la norme. Tu sais, c'était pas une conversation qui venait très facilement. Puis moi, par contre, j'ai dit que je veux changer ça par rapport avec mes enfants. Je veux qu'ils soient capables de venir me voir puis me poser n'importe quelle question à tout temps. Je veux qu'ils aient l'information de moi avant de l'avoir de quelqu'un d'autre. Ouais. La question Opto-Réseau. Oh. Où te vois-tu dans 10 ans? Ouf. Mon Dieu. OK, ça, je vais juste y aller. Là, vas-y. Là, the OK. sky is the limit. OK? Ouais, c'est ça. Pas de limite. Je travaille là-dessus, là, comme je t'ai dit. Oui. Dans 10 ans. OK, ça veut dire que dans 10 ans, mon Dieu, dans 10 ans, j'ai presque 50 ans, c'est ça que ça veut dire. Oui. J'aurais 1 ou 2 autres enfants. Peut-être parce que j'aurais peut-être des jumeaux au prochain, on sait jamais. C'est dans la famille. J'aurais ma propre business. Je sais pas encore c'est quoi parce que je travaille là-dessus là maintenant, des rêves que j'ai. Je serai encore à la télévision parce que j'aime ça, mais d'une autre façon, peut-être en faisant qu'est-ce que toi tu fais là maintenant, mais toujours en partageant. Je serais heureuse, je serais encore mariée, je serais en santé, comme vraiment en santé. Ça, c'est le plus important pour moi. Où est-ce que je serais? Je sais pas si je serais au Québec ou aux États-Unis, donc je vais garder ça, on verra. Ah. Aucune idée. Entre les deux. Best of both worlds. Quoi d'autre? Je serais réalisatrice / directrice artistique. C'est vraiment... j'en fais déjà, mais la façon que je vois la caméra, la façon que je vois... les vidéoclips, etc. Je sais que les films, c'est ce que je suis censée faire, mais c'est toujours quelque chose que j'ai juste gardé de côté puis que je lis là-dessus, je m'amuse là-dessus, puis je dis, on verra à un certain moment donné. Mais je pense que dans 10 ans, je serai beaucoup plus loin avec. Ouais. Mais heureuse et en santé, c'est les 2 premiers. Tu t'ennuieras pas? Non, pas du tout. Non. Mais t'es une artiste avec un grand A. Ah, merci, c'est gentil. Parce que tout ce que tu dis revient à l'artiste en toi, Ouais. qui se déploie avec différents moyens. On arrive toujours au volet artistique, c'est là que t'es bien. Ouais, ça c'est... J'ai toujours été là. Tu sais, je m'enfermais dans le sous-sol quand j'étais petite. À la place d'aller jouer avec des amis au cinéma puis tout ça, j'allais dans les albums de mon père, puis je dansais. Puis je créais des scénarios. Puis je me disais, OK, il y aurait des gens ici, puis le show, on va être set up comme ça, puis la scène, elle va être comme ça, puis je faisais semblant qu'il y avait une caméra sur moi, puis j'étais dans ce contexte, etc. Comme j'ai toujours été comme ça. Puis c'est seulement depuis la pandémie, puisque t'as pas le choix de t'asseoir puis de te poser plus de questions, surtout quand t'es avec un bébé qui dort puis qui te parle pas. Mais aussi depuis toutes les entrevues depuis Révo. Tu sais, on me pose des questions qu'on m'a jamais posées avant. Donc, ça ouvre d'autres portes. C'est pour ça que je pense que je suis aussi émotive aussi, parce qu'il y a des choses que je partageais pas vraiment aussi public, au public, comme ça, avec le public. Aussi ouvertement. Mais ça me fait réaliser que ça a toujours été là. Ça a toujours fait partie de ma vie. Ouais. Et je pense pas que ça va me quitter. Ben, j'ai hâte d'écouter ton podcast. Oh mon Dieu!
Ben oui, puis en plus, toi, t'es étudiant en psychologie. Oui. Puis t'es très, très bonne de travailler sur toi. Tu sais, je veux dire, on n'attend que ça. Merci. Le Mel Charlot Show. Ah, look at that. Ça devrait être beau, ça. Ça pourrait être cool, ça. Ah, le Mel Charlot Show. Ouais. Hey, je suis vraiment contente de t'avoir connu davantage. Merci. T'es une femme à connaître. T'as tellement ta place dans le milieu artistique. Merci de nous faire découvrir aussi la danse. Merci de... Quand on regarde Révolution, en tout cas pour ceux et celles qui ne l'ont jamais regardé, il faut regarder cette émission-là. Surtout cette saison. Ah oui, hein? Ça... Ah oui? Je te donne ça pour la saison. Écoute. OK, oui, mais il va falloir que j'en achète une autre. Mais parce que moi, ça m'a vraiment fait découvrir. Pourtant, je suis allée voir là, des spectacles de danse, mais là, c'était vraiment comme une connexion au cœur de voir ces danseurs-là, ils mettent tout leur cœur, leur âme, attendre vos commentaires et y donner tant d'importance à ce que vous dites. Fait qu'on peut imaginer que pour vous, les maîtres, à quel point il y a une sensibilité que ça prend, puis vous l'avez tous. Merci. Alors, merci d'être là, Mel Charlot. C'est un grand plaisir de t'avoir connu aujourd'hui. Moi, je te dis merci. Merci d'avoir même une plateforme comme ça, parce que c'est important. C'est très important. Donc, merci beaucoup. Merci à tout le monde. On se dit au prochain podcast. Bye-bye. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca.